Je suis un peu frustré, un peu blasé pour tout vous dire. Je viens de passer 25 minutes à enregistrer le suivi du menu crowdfunding et je viens de me rendre compte que le micro n'était pas allumé. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui arrive à peu près à tout bon youtubeur qui se respecte. Donc voilà, il fallait bien que ça m'arrive un jour. Ce fut aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, bienvenue pour ce second rendez-vous hebdomadaire du menu crowdfunding, avec le menu crowdfunding le dimanche et le suivi du mercredi, alors que ça scintille, je sais pas ce qui se passe. Bref, quoi qu'il en soit, l'émission dans laquelle on passe en revue les projets de jeux de société en socio-financement participatif, etc., actuellement sur Kickstarter, GameFund et compagnie, qui entrent dans leur dernière dizaine, dans les derniers jours en fait, de campagne. Et donc, on va faire un petit peu le point sur ce qu'ils ont débloqué en termes de stretch goals, les jours qu'il reste, le nombre de contributeurs, et tout ça, vous connaissez un petit peu la formule. Et on commence cette semaine par... Ouh, c'est tout noir, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, évidemment, je me suis un petit peu chié dessus. Voilà, c'est bon. Avec Cyberpunk 2077, Gangs of Night City. Alors... Cyberpunk 2077, c'est la grosse déception, bien évidemment. C'est un projet qu'on avait présenté sur le menu crowdfunding le 26 juin dernier. Et c'est une grosse déception parce que, bon, vous allez me dire 5300 contributeurs, c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup, mais pas pour eux. Pas pour Simon, qui est un des plus gros éditeurs, si ce n'est le plus gros éditeur qu'ait vu Kickstarter à ce jour en termes de jeux de société. Ils sont plutôt habitués aux 20 000, et là, c'est clairement à côté de la plaque, même si j'imagine que d'ici la fin de la campagne, on ira chercher certainement les 6500, voire peut-être même 7000 contributeurs, mais ça restera une déception malgré tout. On est quand même à 630 000 euros, il reste 36 heures, soit environ, je dirais quoi, une douzaine d'heures avant la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube. Alors donc, que va-t-on voir rapidement donc les ajouts depuis la présentation de la campagne. Il y a quand même eu quelques petits ajouts pour aller tenter de sauver un petit peu la face, de sauver un petit peu la campagne également d'ailleurs. On a eu beaucoup de Edgerunners qui ont été débloqués et qui seront exclusifs à Kickstarter, donc beaucoup de mercenaires qui vous permettront d'aller enrichir le gameplay, chacun d'entre eux ayant des compétences particulières, pouvant éventuellement changer la face de la partie. Donc effectivement, c'est intéressant et c'est exclusif à Kickstarter, donc c'est une raison pour aller backer le jeu, mais c'est visiblement pas suffisant pour attirer tellement les joueurs, finalement. On a aussi quelques autres ajouts pour accompagner ça, y compris un autre gang. Donc on avait 4 gangs je crois dans le jeu de base, il y en a maintenant un 5e qui sera lui aussi exclusif à Kickstarter, c'est le 6th Street Gang. On en aura d'autres par la suite, vous allez voir assez rapidement. Lors de la présentation du 26 juin, on avait déjà parlé de Families and Outcasts, donc une première extension. C'est ajouté à cette première extension Gang Wars, autre extension avec donc 3 nouvelles factions, donc encore plus de rejouabilité, avec le Animals Gang, le Moxes Gang et le Scavengers Gang. Donc 3 nouveaux gangs avec leur gameplay et leur pouvoir un petit peu asymétrique. On a aussi ajouté 2 autres extensions, le Motor Pool pour accompagner le tout de miniatures de véhicules, ainsi qu'un nouvel Edgerunner. Et puis également le Side Gig qui vient ajouter des Fixers et des Engrams. Alors je ne sais pas très bien quelles seront leurs fonctions dans le jeu. Et puis également quelques nouveaux Edgerunners en plus. Et ces 2 extensions seront également des exclusivités à Kickstarter. Donc voilà, on essaye de rajouter un max de contenu via les exclusivités Kickstarter pour sauver un petit peu la campagne. Mais vous l'avez vu, ça va pas suffire malheureusement, puisqu'on est actuellement à 5327 contributeurs. Ça va suffire pour financer bien évidemment, mais pas pour atteindre les résultats qu'on a l'habitude de voir pour Simon. Et donc voilà pour Cyberpunk 2077 Gangs of Night City, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 à 120 minutes, pas de version francophone pour cette campagne, ça viendra certainement par la suite, mais c'est quand même une assez grande déception pour un jeu de contrôle de territoire qui au demeurant a pas l'air dégueulasse en termes de gameplay, bien évidemment, c'est certainement assez bon d'ailleurs, mais c'est clairement pas le type de jeu que j'entendais dans l'univers de Cyberpunk 2077, et en plus ça reprend quand même beaucoup du gameplay de Le Parrain, autre jeu sorti par Simon il y a quelques années de cela. Donc du coup ça manque un petit peu d'inspiration, et en plus de ça le travail sur la communication depuis quelques temps de Simon leur coûte assez cher ces derniers temps.
Présenté le 19 juin dernier, Clash of Galliforms va enfin peut-être atteindre son seuil de financement. Ça devrait pouvoir se faire désormais. On est à peu près 600 € du seuil de financement. Ça devrait se faire à 50 heures de la fin de la campagne. Et on est déjà 185 dessus. Alors quand je dis on, je ne m'inclus pas dedans, c'est un on indéfini, disons. Clash of Galliforms, c'est donc un jeu contrôle des territoires, un petit peu d'ailleurs comme Cyberpunk, mais dans un registre totalement différent, avec des factions asymétriques, dans lequel vous incarnez en fait des guerriers à dos de volatiles surdimensionnés. Pour un troisième projet de Todd's Design, donc projet en provenance de Suède, assez perché, avec des volatiles, ceci dit, ça marche, mais un jeu assez perché en termes de thématique, visuellement pas folichon, mais qui dispose d'une version française en plus, donc ça c'est aussi bon à savoir. En plus de ça, c'est des parties relativement ramassées, 30 à 60 minutes, c'est assez facile à sortir, pour 1 à 6 joueurs, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on voit très souvent non plus, donc ça de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. On n'a pas grand chose en termes de stretch goals, je crois qu'il y avait quasiment rien, si ce n'est peut-être des stretch goals sociaux, comme ils appellent ça. C'était où d'ailleurs? C'était un petit peu plus bas, me semble-t-il. Mais je crois qu'il n'a même pas été débloqué d'ailleurs, me semble-t-il. Social Stretch Goals, mais je crois que c'était pas le cas. Et pour le reste, il n'y en a pas. Donc du coup, ça me permet d'aller assez rapidement pour ce petit jeu de contrôle de territoire assez original, assez étrange également, si je dois être honnête. Pour Clash of Galliforms, qui se terminera lorsque vous verrez cette vidéo, d'ici environ 30, 34, 35 heures, j'imagine. Ça devrait pouvoir financer entre-temps. On continue avec Bredvalda, le nouveau projet de Phalanx, qui est un éditeur spécialisé un petit peu dans les jeux avec une thématique historique. On a souvent vu du Napoléon, notamment du Soliman également. Et donc cette fois-ci, on plonge dans une période un petit peu plus reculée encore. Il me semble que c'était le Xe siècle dans l'Angleterre de l'époque, donc avec une version francophone qui plus est pour ce jeu, comme c'est souvent le cas de toute façon du côté de chez Phalanx, avec une direction artistique assez, comment dirais-je, assez clivante, on va dire, qui peut plaire parce que c'est vrai que ça prend un petit peu les standards, les créneaux artistiques de la période, on va dire, mais c'est vrai que c'est un petit peu froid, pas très chatoyant. Mais ceci dit, ça marche plutôt pas mal, 2371 backers pour l'instant avec 320 000 € d'engrangés approximativement, et il reste 2 jours et 7 heures, donc en gros, il vous resterait 1 jour et 7 heures environ, 1 jour et 5 heures plutôt, lorsque vous verrez la vidéo sur YouTube. En termes d'ajouts via les stretch goals, on en a déjà parlé un tout petit peu la semaine dernière, mais il y a quelques petits ajouts de matériel et quelques petits ajouts de gameplay également. Les matériels, c'est essentiellement des petites upgrades. Par exemple, ici, ces marqueurs de contrôle qui ont même été upgradés 2 fois. On les voit ici en plastique plutôt qu'en carton. Et récemment, ils ont été upgradés en métal. Donc, upgrade d'upgrade. Là, c'est très méta tout ça. On a aussi quelques petits ajouts de cartes en termes de profondeur de gameplay avec des nouvelles cartes de saison, des nouvelles cartes d'artefacts dans tous les sens. On a également des bishops et des berserkers, mais également une extension avec des reines par exemple. On a aussi des petites gouttelettes de sang en plastique qui viennent représenter les jetons de blessure. On aura également prochainement, j'imagine, de nouvelles cartes de saison, ainsi que le mur d'Adrien qui sera représenté en miniature, ça c'est plutôt sympa aussi. Et j'imagine qu'on aura certainement aussi des petits marqueurs de tours qui seront eux aussi l'objet de petites miniatures en plus. Voilà, c'est un jeu qui visuellement est pas mal, le matériel a l'air d'être relativement sympathique également. Par contre, je le rappelle, ça coûte quand même assez cher, le All-in Bredvalda est quand même à 230, on peut même aller chercher un peu plus cher avec le All-in Pledge à 250 € qui s'accompagnera en plus du jeu et de ses extensions d'un jeu d'échecs à l'effigie de Bredvalda. C'est assez original comme proposition, mais ça a le mérite d'exister. Donc voilà pour Bredvalda, 318 000 € engrangés pour l'instant avec 2371 backers à 2 jours de la fin de la campagne. On devrait aller chercher assez facilement les 2700 backers d'ici la fin, j'imagine. On continue avec Compounded et Labnotes, 2 jeux également présentés dans le menu crowdfunding du 19 juin dernier, 2 jeux qui partagent une même thématique autour de la science et des manipulations scientifiques. Compounded étant un jeu qui avait connu une première sortie il y a 7, 8, 9 ans je crois. Compounded qui fait l'objet d'une refonte, qui a été revue et corrigée disons, et qui s'accompagne donc d'un nouveau jeu, celui-ci, Labnotes pour cette campagne, et qui lui est un roll and write.
Donc 803 contributeurs, je pensais pas qu'on ferait autant sur 2 jeux avec une thématique aussi de niche, on va dire, et 30 000 euros d'engrangés à 55 heures de fin de la campagne, en tout cas au moment où j'enregistre ces quelques interventions. Et donc, Compounded avec le tableau des matières qui vous servira de scoring également, avec ces petites fioles qui vous permettront de faire vos petites expériences de savant fou. Enfin, c'est pas vraiment savant fou, mais bon, vous me comprenez. Et puis ensuite, Lab Notes, un petit roll and write, vous jetez un dé et vous essayez de faire des, des groupements de substances chimiques. Voilà, c'est vraiment très 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 de niche. Voilà, c'est vraiment destiné à tous les amateurs de cette thématique qu'est la science, ou même à tous ceux qui en ont fait leur profession potentiellement également. Donc clairement, c'est pas vraiment pour moi, pour être tout à fait honnête, mais au moins, ça connaît son petit succès. 803 contributeurs, c'est pas rien, d'autant plus que Greater Than Games s'est quand même un petit peu focalisé sur ce genre de jeu, sur un petit peu la science, et du coup, je suis assez content, malgré mon manque d'intérêt moi-même pour la chose, dont je me blâme moi-même d'ailleurs, c'est quand même très dommage de ne pas s'intéresser à quelque chose d'aussi important que la science, mais je les félicite quand même pour réussir à attirer autant de monde sur des projets de ce genre. Voilà pour Compounded et Lab Notes. L'avantage de recommencer à filmer, c'est que du coup on connaît un petit peu mieux son sujet, donc ça va un peu plus vite finalement. Ici on parle rapidement de Beyond Mission to Planet Hex, extension pour Mission to Planet Hex, avec un petit jeu de mots, c'est fin, ça se mange sans fin. Il s'agit donc de Mission to Planet Hex parce que la planète X est souvent mentionnée un petit peu dans les sphères astronomiques. Et ici, c'est Planet Hex parce que ce sont des hexagones en fait. On va faire du placement de tuiles hexagonales et on va parcourir l'univers avec un petit peu d'exploration, d'action, de points d'action et puis de contrôle de gestion de ressources, etc. Voilà pour le brief rapide. Je n'ai pas présenté ce jeu-là dans le menu crowdfunding jusqu'à présent. Je l'ai mentionné très rapidement la semaine dernière dans le suivi, mais sans présentation détaillée. Et d'ailleurs, je vais en rester là. En tout cas, le projet est financé de pas grand chose, c'est pas un grand succès. 188 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne. Et en plus de ça, pas de version française pour nous. On continue avec Journey Adventure Quest, aussi intitulé Jack, histoire d'abréger un petit peu le tout. Le jeu est enfin financé, ce n'était pas encore le cas la semaine dernière si je me souviens bien. 21 900 euros d'engrangés sur 19 000 nécessaires, 291 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne. C'est pas un énorme succès, mais d'un autre côté, c'est le premier projet de Triceratops Games, donc c'est quand même un résultat relativement respectable pour un petit jeu d'aventure et de boss battle, donc de combat de boss, pour 1 à 6 joueurs, sur des parties d'environ 60 minutes, pour 12 ans et plus, donc relativement familial si tant est que vous ayez des enfants qui sont quand même un petit peu grands déjà. Alors au-delà de ça, c'est vrai, bon je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, même si le prix est plutôt abordable, ce qui est quand même pas très fréquent ces temps-ci sur Kickstarter et GameFound, bon bah le jeu quand même bénéficie pas d'une direction artistique extraordinaire. Alors peut-être que ça plaira à certains, c'est vrai, mais bon, de mon côté, je trouve ça pas très joli pour être tout à fait honnête. J'irai pas jusqu'à dire que ça ressemble à des latrines un lendemain de gastro, mais je suis pas fan, quoi, très honnêtement. Au-delà de ça, le jeu ayant été financé tout juste, et ils n'ont pas vraiment débloqué quoi que ce soit en termes de stretch goals, on a juste ici un petit insert. Alors pour l'instant, il n'est pas encore totalement défini, il n'est pas encore vraiment terminé, c'est encore en projet, mais vous aurez un insert pour aller ranger un peu le tout plus facilement. Également une nouvelle carte d'aventure, mais pour le reste, et ben ma foi, pour l'instant, c'est tout. On aura peut-être encore une nouvelle carte de quête, peut-être un nouveau monstre également, on verra par la suite, mais je doute qu'on débloque tellement plus que ça. Et donc voilà pour, j'ai perdu le titre, Journey Adventure Quest Jack, donc 291 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne. On continue avec Helsinki, présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 3 juin dernier. C'est l'énième projet de Queen Games, l'éditeur aux 68 projets Kickstarter. C'est vraiment l'éditeur qui nous pond 4, 5, 6 projets par an. Mais généralement, vous allez voir, c'est pas des gros succès quand même. On oscille généralement entre le 1000 et le 300, comme ça, 940, 374... 175, 1000, 593, 416, c'est généralement pas des projets qui laissent une trace impérissable sur Kickstarter. Après, ce sont généralement des jeux qui sortent par la suite dans le commerce, donc ça marche quand même plutôt pas mal pour eux, mais sur Kickstarter, c'est pas des trucs généralement fantastiques.
Et Helsinki, pour le coup, c'est un petit jeu de pose de tuiles et de construction de quartiers au sein de la capitale finlandaise d'Helsinki, avec des petites tuiles pas très jolies, là encore une fois. Hein. La direction artistique, je suis clairement pas fan, hein, ça me met pas la tulipe à 45 degrés, hein, vous connaissez un petit peu l'expression maintenant. Et en plus de ça, ça coûte assez cher, mine de rien. Est-ce qu'on peut retrouver ça? Voilà, ici, l'édition Deluxe, 74 € pour un jeu avec certes une jolie boîte, c'est vrai, mais par contre, le jeu lui-même est pas spécialement très joli. Alors pourquoi aussi cher? Parce que dans cette édition Deluxe, qui coûte quand même un peu plus cher que la version de base, hein, la version de base coûtant 59 quand même, plus l'extension ceci dit, ça coûte environ 15 € de plus parce qu'il y a des tuiles en acrylique, donc 82 tuiles d'acrylique en polyomino donc pour aller construire votre quartier. Sauf que en acrylique ou en carton, elles sont pas spécialement plus jolies en acrylique du coup. C'est peut-être plus agréable au toucher, plus agréable à manipuler également, mais c'est pas très joli pour autant. Donc je suis pas très convaincu. Et au-delà de ça, pour cette campagne sur Helsinki, comme pour la majorité des campagnes, je crois, de Queen Games, il me semble qu'il n'y a pas de stretch goals. Alors par contre, je me reste un petit peu ici parce que je vois le petit rappel. Effectivement, le jeu est disponible en français, en tout cas pour son livret de règles. Est-ce que ce sera imprimé ou est-ce que ce sera en digital? Ça par contre, j'ai pas pris le temps de vérifier. Pas de stretch goals si je me souviens bien pour les projets de Queen Games, non c'est le cas en tout cas. Ok, pas de souci. Ouais, pour Helsinki Deluxe, 488 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne et 56 000 € d'engrangés pour l'instant. Bof. On continue avec Button Shy Games et sa campagne de réimpression de jeux en rupture de stock. C'est leur première apparition sur GameFound, c'est un éditeur qui est plutôt habitué à Kickstarter. Et malgré tout, pour une première participation sur GameFound, c'est plutôt un beau résultat avec 1562 backers, 58 000 € d'engrangés à 4 jours de la fin de la campagne, pour une campagne qui a justement été présentée dans le menu il y a 3 jours à peine, le 3 juillet dernier, mais chez Button Shy Games, on fait toujours des campagnes de 10 jours, donc c'est très court. C'est l'occasion d'aller mettre de la main sur des projets qui sont en rupture de stock depuis quand même pas mal de temps, à savoir Revolver Noir, Spaceship, Wonder Tales, Rage More, ainsi que Tides, et finalement Mint Julep, si ça se prononce comme ça, pas convaincu. Donc généralement, pas toujours, mais généralement du côté de chez Button Shy Games, on produit des jeux pour 1 à 2 joueurs, parfois plus avec des petites extensions, qui peuvent être assez inégaux les uns des autres. Certains sont très bons, on en parle souvent d'ailleurs nous-mêmes dans notre bilan ludique mensuel, hein, donc le patron l'addition, dans lequel on mentionne souvent Scores of Sedlec. Donc c'est souvent des petits jeux qui sont relativement courts, avec un format vraiment très concis, très contenu, puisque c'est sous ce format de petits portefeuilles en simili-cuir, avec 18 cartes, oui c'est ça, 18 cartes dans les jeux de base, plus de petites extensions à côté qui rajoutent 6 cartes chacune. Et donc c'est vraiment un exercice de style qui généralement est plutôt très intéressant, il y a de très belles pépites dans le tas. Et quelques jeux qui ont déjà fait leur apparition en français par Matago si je me souviens bien, y compris leur jeu le plus célèbre à ce jour, qui est Sprawlopolis. Je ne vais pas repasser en détail sur chacun des jeux, d'autant plus que de toute façon, sur les campagnes de Button Shy Games, il n'y a pas de stretch goals, donc ça me permet d'aller assez rapidement. Donc 1500 backers, 58 000 $ d'engrangés à 4 jours de la fin de la campagne, pour cette nouvelle campagne couronnée de succès, encore une fois, du côté de chez Button Shy Games, que ce soit sur Kickstarter ou sur GameFound, ça marche toujours aussi bien, c'est une mécanique de précision, c'est de la science. Présenté le 26 juin dernier, avec un petit peu de retard à ce moment-là, Ghost at Home entame sa dernière ligne droite sur Ulule, le projet français en provenance de Arles et de Tricky Dice Editions, est à 5 jours de la fin de sa campagne. Pour l'instant, Ghost at Home n'est pas encore financé, 836 € sur 1000 nécessaires, avec 36 contributeurs seulement, c'est un petit peu léger. Donc si vous êtes intéressé potentiellement par un petit jeu familial pour 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, avec des parties relativement courtes de 20 minutes, avec une thématique de maison hantée, avec des mignons petits fantômes, et il faudra que vous ayez chercher la sortie au sommet de votre maison en évitant les fantômes que vous envoient les autres joueurs autour de la table, ça pourrait être une bonne idée potentiellement pour vous ou pour faire un cadeau éventuellement. Avec une petite direction artistique toute mignonne également qui pourrait séduire les plus jeunes.
Voilà pour Ghost at Home, pas de stretch goals pour l'instant bien évidemment, puisque en l'état, le jeu n'est pas encore financé malheureusement. Voilà, si ça vous intéresse, il y a encore un tout petit peu de temps pour potentiellement aller aider un petit projet français. On enchaîne avec Plutocracy qui fait partie de ces jeux que je rate tout simplement. Donc je l'ai repéré 3 ou 4 jours, je crois, trop tard pour pouvoir le présenter en tant que nouveauté dans le menu crowdfunding. Du coup, il n'apparaît qu'une seule fois et directement dans le suivi. Dommage. Plutocracy est un petit jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes pour des joueurs de 12 ans et plus qui nous vient d'Allemagne et de Doppeldenkspiele. Premier projet pour ce nouvel éditeur allemand. C'est un jeu de pick-up and deliver, donc de livraison en gros, avec un univers qui va effectuer des rotations sur lui-même, donc potentiellement, comment dirais-je, beaucoup d'ajustements à faire en cours de partie pour s'ajuster à l'évolution du plateau, j'ai l'impression, en tout cas, c'est présenté comme ça. C'est également un jeu dans lequel vous devrez gérer de la ressource en veux-tu, en voilà. Il faudra acheter et revendre des ressources et puis également vous déplacer de planète en planète dans ce système solaire que vous apercevez ici. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. En soi, le projet est financé, pas avec un très joli résultat. En même temps, vous le voyez, c'est pas un projet mirobolant, c'est pas spécialement très joli non plus, sans être parfaitement dégueulasse. Et ça reprend une thématique assez appréciée des ludistes en règle générale, à savoir l'espace. Mais là, c'est quand même très sobre et très sombre. Donc, je sais pas si ça va convaincre beaucoup plus de monde que les 160 contributeurs pour l'instant amassés sur le projet et qui ont engrangé 9 950 €. En tout cas, c'est financé et il reste 5 jours, donc 4 lorsque vous verrez la vidéo sur YouTube. Autre jeu présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 3 juin, il s'agit de Beyond Humanity Astro Miners, le nouveau jeu qui nous vient de Three-Headed Monsters et qui m'a pas mal déçu. Je vous renvoie bien évidemment au menu d'il y a 3 jours, le 3 juillet, pas le 3 juin comme je crois avoir dit tout à l'heure, 3 juillet 2022. Parce que après le projet très ambitieux et assez novateur qu'était Beyond Humanity Colonies, qui devrait pas tarder à être livré aux backers, Astro Miners est beaucoup plus classique. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu, apparemment loin de là, si l'on en croit les critiques qui sont émises à son égard pour l'instant, mais j'attendais un truc bien plus ambitieux, bien plus novateur, donc du coup je suis quand même déçu. Ceci dit, le jeu est disponible en français pour tous ceux que ça pourrait potentiellement intéresser. Le jeu a l'air quand même très bon malgré tout. En plus de ça, c'est produit dans l'Union Européenne, ce qui est quand même très rare et donc ça mérite d'être signalé. Est-ce qu'on a débloqué depuis dimanche dernier des stretch goals? Y avait-il seulement des stretch goals? Oui. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler rapidement que si vous voulez un avis un petit peu plus conséquent, un petit peu plus fourni et détaillé, en français qui plus est, vous pouvez aller consulter la vidéo de Nyx qui en a fait une review avec une partie en duo également. Donc les stretch goals, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul de débloqué apparemment. Ce sont plus de 500 boxes, plus de 500 boîtes, un deck de 7 cartes de challenge, ok. Ah oui, c'est parce qu'on a franchi les 500, d'accord. On a franchi les 500 contributeurs, donc on a débloqué 7 nouvelles cartes de challenge. Ok, bon, c'est pas un énorme ajout pour être tout à fait honnête, et visiblement il visait beaucoup plus haut, donc on doit être assez déçu du côté de chez Three-Headed Monster, parce que visiblement on avait des stretch goals pour aller jusqu'à 3500 backers pour l'instant. On en est très loin et on va clairement pas aller jusqu'à là. Puisque à l'heure actuelle on est donc 590 à 7 jours de la fin de la campagne. Si le jeu atteint les 1000 voire peut-être 1200, ce sera bien le maximum à mon avis, donc ça a dû décevoir plus d'une personne, en tout cas plus que ma simple personne. Vous me direz ce que vous en pensez, le jeu a l'air bon malgré tout, un petit jeu de placement de dés, donc il va remplacer un petit peu les ouvriers sur différents emplacements, dans lequel il vous faudra remplir différentes missions en allant poser justement les dés sur certaines cartes, sur votre petit vaisseau. Mais quand même, après leur premier projet, je suis un peu déçu. 592 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne et près de 80 000 € d'engrangés pour l'instant. Encore un projet qui m'était passé sous le nez et pour le coup, lui, je vais passer un petit peu rapidement, je vais quasiment faire l'impasse. C'est Joey Games, avec donc un nouvel éditeur qui nous vient d'Australie, donc Joey Games, j'imagine que c'est le prénom du propriétaire de cette nouvelle boîte d'édition, qui vient nous présenter 3 petits jeux.
Pass the Party Food, Busy Beaks et Scribbly Bang. J'ai du mal. Scribbly Gum, pardon. Un petit peu difficile, c'est presque un virelangue. Et donc, 3 petits jeux très minimalistes qui ne payent pas de mine comme ça. Bon, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. J'avoue que moi-même, j'ai pas vraiment fouillé plus que ça. On en a un qui est pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes qui vont parler un petit peu là encore comme Clash of Galliforms de volatiles australiens. Ensuite, on a également... alors, est-ce que je peux trouver d'ailleurs un petit peu d'informations sur le gameplay? Ouais, certainement, mais j'ai la flemme de tout lire. Ensuite, on a donc Pass the Party Food pour 2 à 4 joueurs pour 7 ans et plus, 30 minutes la partie, donc relativement familier là encore. C'est un jeu coopératif qui plus est, sur la bouffe qu'on utilise pour faire des fêtes en Australie. Est-ce que c'est très très différent de chez nous? J'imagine que oui, en partie, sinon c'est pas très justifié. Et puis finalement, il y a aussi Scribbly Gum, je vais vraiment galérer à chaque fois. Scribbly Gum, c'est bon, c'est passé. Qui est un jeu avec des stylos ou à défaut avec des crayons de papier, donc il faudra faire des coloriages. Donc oui, Anthony, je sais, c'est pas pour toi, c'est pas ta cam. Pour 6 ans et plus, donc jeu très très familial pour un joueur ou plus. Donc j'imagine que ça fait partie de ces très nombreux roll and write, sauf que là il n'y a pas de roll du coup, c'est peut-être du flip and write plutôt. Et il faudra aller dessiner un chemin pour aller récupérer, j'imagine, tout un tas d'icônes pour aller gagner des points. Voilà, pas grand chose de plus à dire pour ce trio de jeux par Joey Games, un nouvel éditeur australien. Mais ceci dit, beau succès, 448 contributeurs pour une première campagne d'un primo-éditeur venu de nulle part, enfin venu d'Australie, mais qui sort de nulle part, on va dire. À 7 jours de la fin de la campagne, c'est plutôt un beau résultat. Peut-être, je ne l'aurais pas dit d'ailleurs, parce que c'est pas cher, allez savoir, 27 en dollars australiens, donc 18 euros. 18 euros pour Scribbly Gum, ça y est, j'arrive à le dire. 20 euros pour Pass the Party Food et 24 euros pour Busy Beaks. Ouais, et le all-in avec 60 euros, effectivement, 3 jeux 60 euros, c'est pas exagéré, mais bon, c'est pas spécialement très tentant pour autant. Vous me direz ce que vous en pensez. Présenté dans le menu crowdfunding du 19 juin dernier, Globetrotting entame sa dernière semaine de campagne. Globetrotting, c'est également le nouveau projet de Road to Infamy, auquel on doit récemment la sortie de Canvas, qui avait été un énorme succès sur Kickstarter. Canvas avait fait 16 000 contributeurs pour sa première campagne, puis 15 000 lors de la campagne de l'extension et de la réimpression du jeu d'origine, puis un petit peu moins pour Don't Go In There avec 4 500 contributeurs, et on continue de descendre malheureusement avec Globetrotting qui a pour l'instant accueilli 2000 aventuriers. C'est un jeu dans lequel vous allez donc parcourir le monde pour préparer vos vacances, enfin vous allez parcourir le monde, non, vous allez préparer vos vacances pour ensuite pouvoir parcourir le monde et potentiellement vous retrouver au même endroit que les joueurs autour de la table pour gagner des points supplémentaires de bonus. C'est un jeu assez original comme souvent avec Road to Infamy, puisqu'en termes de matériel, on aura chacun une map monde qui pourra effectivement effectuer des petites rotations pour ensuite pouvoir aller dessiner dessus notre parcours pour 3 des 4 saisons de l'année si je me souviens bien. Et donc au passage, potentiellement, via une extension ou un module du jeu, j'ai un petit peu oublié, rencontrer d'autres joueurs sur une même destination pour pouvoir bénéficier de certains bonus. Les illustrations sont très jolies et souvent elles viennent reprendre également des jeux bien connus qui eux-mêmes utilisaient des noms de villes, par exemple ici Carcassonne ou Jaipur par exemple. Donc ça c'est assez sympa, le petit clin d'œil. Au-delà de ça, c'est un jeu qui a l'air d'être relativement sympa, mais qui ne connaît pas un énorme succès malgré tout. Alors c'est le petit module que je mentionnais tout à l'heure d'ailleurs, le Travel Companion, pour aller rencontrer ses potes sur un même lieu, dans une même saison, ça fait des petits points bonus en gros. C'est vrai que ceci dit, le prix n'est pas forcément hyper intéressant de base, puisque on est à 65$ en boutique, 53$ pendant le Kickstarter, donc c'est vrai qu'il y a un petit rabais, mais il faudra payer les frais de port, pour un jeu qui est en plus de ça quand même très très familial, qui est relativement court si je me souviens, 30 minutes la partie, 10 ans et plus, donc c'est très court, mais c'est un petit peu surproduit, donc ça coûte un petit peu cher. Et en plus, l'édition un petit peu deluxe, l'édition limited, pardon, est à 68$ et elle rajoute uniquement 6 tuiles d'objectifs et 10 cartes de récompense qui sont des pouvoirs asymétriques pour chacun des joueurs.
bah, c'est un ajout qui ne mérite pas l'écart de prix entre les deux versions à mon avis. Voilà. Pour ce qui est des stretch goals, y en avait-il? J'ai pas l'impression, puisque le contenu des boîtes n'a pas changé. Ah si, il y en a ici, excusez-moi. Donc on aura apparemment une poignée pour faire vraiment valise de voyage. Donc ça c'est un petit plus, effectivement c'est marrant thématiquement, mais ça n'apporte rien de spécial. Ensuite, pour les cartes, elles seront résistantes à l'encre, donc vous pourrez écrire dessus directement puis effacer, ça ne posera visiblement pas de problème. Ce sera possible donc sur la map monde, sur les cartes, sur les tuiles également. Ensuite, les cartes de ville auront leur taille remise à jour et augmentée. Elles passeront de 12 à 15 cm de hauteur. La qualité des cartes elle-même aura été augmentée également. Pardon. Je galère avec l'articulation aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, les cartes de voyage qui sont faites, les cartes asymétriques de pouvoir de joueurs, il y en aura 2 de plus, mais attention, ce stretch goals est valable uniquement pour l'édition limitée. Et ensuite, on aura potentiellement aussi une fermeture magnétique pour la boîte. C'est un petit ajout assez sympa, c'est vrai, pas très nécessaire, mais assez sympa. Et en add-on, vous pourrez aussi aller chercher les anciens jeux de l'éditeur comme Canvas et Don't Go In There par exemple. C'est à peu près tout pour Globetrotting, qui malgré tout fait son petit bonhomme de chemin. 2000 contributeurs à 16 jours de la fin de la campagne, c'est pas rien, on devrait atteindre les 2800 je pense d'ici la fin de la campagne. C'est quand même un petit peu décevant au vu des précédents projets qui avaient rencontré un succès beaucoup plus conséquent. Présenté il y a 3 jours dans le menu crowdfunding, Vindication arrive en français, en version francophone, par le biais de Lucky Duck Games. C'est donc l'un des 2 jeux pour l'instant de Orange Nebula qui est l'un des éditeurs les plus intéressants de ces dernières années selon moi, Vindication plus Unsettled, qui va me parvenir demain. Je l'ai trouvé en occasion mais sous blister, donc vraiment quand même pas mal au Japon, donc en version française, pas du tout, en version originale pour le coup. Mais pour le coup, même si je me répète sur cette expression de pour le coup, c'est pas forcément un mal, parce que sans vouloir jeter la pierre pour le coup à Lucky Duck Games, mais s'ils sont pas forcément exempts de tout reproche en termes de traduction, c'est un jeu que je préfère avoir en version originale pour ma part, parce que Orange Nebula a vraiment une qualité d'écriture toute particulière et un style vraiment qui lui est propre. Et c'est assez difficile à traduire, et on sait que Lucky Duck n'a pas forcément une équipe de traduction hyper compétente. Alors c'est tout à fait jouable, mais il y a des petites coquilles, et il y a des petites traductions qui sont un petit peu trop littérales et pas forcément très élégantes, mais ça reste tout à fait jouable, et ils font un très bon travail en termes de construction de catalogue. Ils produisent des jeux vraiment de très bonne qualité, qui sont souvent attendus par la sphère ludiste francophone. Et donc ici, il nous propose Vindication. Je vous renvoie bien évidemment au jeu, enfin là, pas au jeu, mais au menu crowdfunding d'il y a 3 jours, donc le 3 juillet dernier, pour en apprendre un petit peu plus sur Vindication. Et puis vous avez aussi une pelletée de vidéos francophones bien évidemment, pour accompagner cette campagne sur ce jeu d'aventure qui se présente sous la forme presque d'un Ameritrash, mais qui est en fait en réalité un jeu typiquement euro, avec du cube en bois dans tous les sens, mais particulièrement immersif, si tant est qu'on réussisse à s'immerger dans ce type de monde et à faire abstraction du fait qu'en réalité c'est un Eurogame. Ce qui n'est pas forcément garanti pour tout le monde, mais en tout cas moi j'ai très hâte de le tester. Vous savez, si vous avez déjà regardé le menu crowdfunding d'il y a 3 jours, que moi j'ai pris du coup le all-in en version originale également. C'était quand? C'était en février ou mars en late pledge, donc avec tout ce que vous voyez ici, plus d'autres extensions. Ça a coûté un bras, mais je l'attends avec impatience. Donc vous pouvez consulter d'autres vidéos d'Isiège par l'école du jeu, Ludochrono, ou encore Nyx, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure pour une autre campagne, qui a fait pour celle-ci le trailer du jeu, ainsi que voilà ici le test, donc la review en français. Il y a aussi Chaps qui a fait une vidéo règle, mais également Girl.game ou encore la Société des Jeux. Bref, il y a un max de vidéos à aller trouver. Professeur de Board Games, Zone Jeux de Société, 20 jeux. Voilà, je ne ferai pas de jaloux, je les aurais tous mentionnés. Donc voilà, je vais pas passer plus de temps que ça sur le projet parce que, encore une fois, c'est sur Game on Tabletop, donc c'est en français. Vous pouvez aller consulter la campagne par vous-même. Je vais pas prendre trop de temps, il n'y a pas de stretch goals disponible parce que de toute façon c'est juste une localisation d'un projet précédemment sorti en anglais, donc il n'y a pas de stretch goals.
Reste que je m'attendais quand même à un succès un peu plus conséquent. 307 souscripteurs seulement, 20 000 euros d'engrangés à 7 jours de la fin de la campagne. C'est un petit peu décevant je trouve, mais en même temps, c'est vrai que j'ai un petit peu moins l'habitude de voir les résultats sur Game on Tabletop, donc ça se trouve 307 c'est un beau résultat en réalité, et c'est juste l'impression que 307 c'est très peu sur Kickstarter ou sur GameFound, mais là c'est limité à la France, enfin non, pas vraiment, la Belgique, la France, le Luxembourg, etc., mais vous voyez ce que je veux dire, la zone francophonie. Malgré tout ça me paraît un peu léger quand même. Est-ce que c'est aussi une sorte de micro-punition envers le Lucky Duck qui subit un petit peu les foudres de certaines personnes sur les réseaux qui savent se rendre très vocales, dira-t-on, à propos des traductions, et c'est une critique légitime que j'imagine eux-mêmes peuvent entendre. J'imagine qu'ils travailleront un petit peu mieux sur leur traduction sur Vindication, même si certains ont déjà mentionné que certains passages de traduction ici étaient un petit peu bancals, mais bon, personnellement je ne vais pas leur jeter la pierre, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà pour Vindication, je raconte un petit peu n'importe quoi, je vais arrêter de parler sur des choses dont je manque, enfin à propos desquelles je manque d'un peu d'informations. Ça évitera de dire des conneries. 307 contributeurs, 19 567 euros d'engrangés pour Vindication. Il vous reste une semaine pour aller éventuellement le chercher, d'autant plus que, je le rappelle, comme souvent avec Lucky Duck Games, mais également avec Matago quand il y a des campagnes de localisation, ou même des campagnes sur Kickstarter de manière générale, vous avez l'option de payer la moitié maintenant et la moitié en boutique pour soutenir votre boutique locale, et en plus de ça, vous avez aussi dans cette situation, du coup, les frais de port inclus, ce qui est quand même très agréable aussi. Voilà pour Vindication. Présenté dans le menu crowdfunding du 19 juin dernier, Battle for Glory, petit jeu de gladiateur, a mordu la poussière, très clairement. Là, il a pris un coup de trident du rétière en plein dans le buffet, et ça saigne de partout. Bon, on va finir là pour la métaphore filée, 38 contributeurs, à 8 jours de la fin de la campagne, ça décolle pas du tout du côté de chez Banter Toys and Collectibles pour le premier projet de cet éditeur australien qui nous vient de Melbourne. Ça fonctionne pas du tout. Ceci dit, c'est assez amusant de voir un jeu de gladiateurs qui nous vient d'Australie, qui n'est pas forcément une région qui a connu ce genre de pratique, mais bon, pourquoi pas. Donc 38 contributeurs, je vais même pas passer plus de temps là-dessus, puisque bon, ça a visiblement pas du tout marché. Ils ont pas annulé, mais ils ont zéro actu, il y a zéro commentaire. Bah, ça sentait pas forcément le succès, hein, pour être tout à fait honnête, et donc on va même pas passer plus de 10 secondes sur ce projet. Petit jeu de gladiateurs, il y en a d'autres dans la même thématique qui sont bien plus convaincants, notamment un autre qui s'appelait... comment d'ailleurs? C'était pas For Glory. Tiens, je me demande si c'est pas For Glory, je vais aller voir ce que je l'avais backé. Allons voir tout de suite, vous allez voir tous mes bacs du coup. Ah bah non, du coup il me demande mon mot de passe, je vais pas l'écrire non plus devant vous, mais je crois qu'il y en a un qui s'appelait For Glory, il me semble, qui lui avait l'air beaucoup plus convaincant, avec un mécanisme de deck building assez sympa. Bon, si vous êtes fan de jeux de gladiateurs ou de la thématique de gladiateurs, c'est peut-être un jeu que vous pourriez aller checker, même s'il n'est pas disponible en français. En tout cas pour Battle for Glory, encore un jeu présenté le 19 juin dernier, il s'agit de Cheese Factory, un petit jeu d'engine building pour 2 à 4 joueurs, 30 minutes la partie pour 14 ans et plus, 768 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne et 30 000 euros d'engrangés sur un jeu qui visuellement paye pas vraiment de mine, qui nous vient de Jason Anarchy, son 12e projet sur Kickstarter. Il a quand même une fanbase assez solide, ce qui peut justifier en partie les 770 contributeurs sur un jeu qui pourtant visuellement vend pas du rêve, et dans lequel vous allez devoir donc manager un petit peu votre usine de fabrication de fromage, un petit peu fantaisiste pour être tout à fait honnête. Bon, je vais encore une fois pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est quand même pas joli pour être tout à fait honnête. Il y a quelques petits stretch goals, des nouvelles cartes de chef, peut-être des nouvelles cartes de recettes, des petites améliorations de matériel avec la finition au lin sur les cartes par exemple, un petit emboss sur le Cheese Factory, donc le Cheese Factory du titre de la boîte sera un petit peu en surépaisseur, comment dirais-je, en relief disons, etc. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu qui en plus de ça ne sera pas disponible en français.
Et en plus, on en parlera une dernière fois la semaine prochaine, puisqu'il restera 2 jours avant la fin de la campagne, lorsqu'on sera du coup mardi prochain. Voilà, donc on en reparlera quoi qu'il arrive. Encore un jeu présenté il y a 3 jours, décidément la semaine dernière on avait beaucoup de campagnes très courtes. Midnight Saga, The Story of Faltisia, jeu précédemment sorti au Japon et en japonais bien évidemment, sort cette fois-ci en version anglaise sur Kickstarter grâce à Lionwing Publishing, un jeu dans lequel vous allez incarner des petites soubrettes qui sont également en charge de la protection de leur royaume et qui vont donc partir à l'école pour apprendre à défendre leur royaume, pour devenir des soubrettes chevalières, on va dire, hein, des soubrettes chevaliers de défense contre les forces du mal environnantes. Ouais, le pitch est assez bizarre, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un jeu japonais. Enfin, tous les jeux japonais ne sont pas perchés, mais celui-là, en tout cas, bon. En même temps, la soubrette, c'est quand même typiquement un stéréotype du manga japonais. Il fallait bien que ça se retraduise quelque part dans les jeux de société. Un petit jeu de draft avec un petit peu de... Oh, c'est même pas de la gestion de ressources, mais de la planification, on va dire, avec également comment dirais-je, de la progression de personnage. Vous allez ajouter des items sur votre personnage pour le rendre plus fort, pour lui permettre de mieux étudier dans cette école des soubrettes guerrières. Voilà, les soubrettes guerrières, une belle traduction potentielle pour une localisation française. Voilà pour Midnight Saga, c'est financé 38 000 € à 331 contributeurs et 9 jours avant la fin de la campagne pour ce jeu de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, 40 minutes la partie. On reparlera rapidement de ce jeu la semaine prochaine lorsqu'il entrera dans ses dernières encablures, les 2 derniers jours de campagne. Et cette semaine, on termine par Aces and Adventures, un autre jeu qui m'était passé un petit peu sous le nez et donc je ne l'ai pas encore présenté dans le menu crowdfunding, donc c'est la première fois qu'il apparaîtra ici, on le reverra aussi un petit peu la semaine prochaine. C'est un jeu qui est financé avec 14 388 € sur 12 000 nécessaires environ, avec 317 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne. C'est un projet qui nous vient de Ring Runner de Dallas au Texas. 3 projets déjà, je ne crois pas connaître l'éditeur, pourtant on va rapidement essayer de trouver un petit aperçu de ce qu'ils avaient précédemment proposé sur Kickstarter. Alors projet créé, ok, Ring Runner Flight of the Sages et Pop-Up Dungeon, ok, 600 et 3000 contributeurs quand même, d'accord, je connaissais pas, ou j'ai oublié. Il est possible, avec toutes les campagnes que je vois semaine après semaine, j'oublie beaucoup de campagnes, bien évidemment. Et donc Aces and Adventures, c'est un petit jeu de deck building qui s'assimile, qui s'apparente à un roguelite, donc un jeu où vous allez beaucoup mourir et beaucoup réessayer pour pouvoir éventuellement réussir à combattre les ennemis qui s'opposent à vous. Vous allez essayer de sauver l'arbre de la vie du mal qui commence à sévir autour de ces contrées. Voilà, en gros, donc du deck building et un petit peu de fight, un petit peu de combat avec un matériel qui n'a pas l'air spécialement formidable, mais la direction artistique est pas non plus totalement dégueulasse, c'est plutôt pas vilain, même si le style est assez particulier. J'ai l'impression qu'il y aura différents héros disponibles, avec certainement un petit peu du coup de pouvoir asymétrique qui peuvent rendre le tout assez intéressant. Pour le prix, alors on a différents pledges apparemment. On a un pledge à 15, 20, mais là c'est la soundtrack. Ça c'est une Steam Key, donc c'est pour la version digitale. Ensuite, 3 of Diamonds pour 30 $. Ok, je sais pas trop bien ce que ça, j'ai pas envie de me pencher sur le truc. Ok, il n'y a pas de version physique là-dedans en fait? Ah si, il est ici. Et donc quand même, à 60 $, le pledge pour la version physique. Ensuite, à 70 $, on a la possibilité d'avoir son nom inclus dans les crédits, mais bon, c'est un petit pledge mécénat en gros. Et puis ensuite, on a d'autres pledges à 90, 100, 125, etc. Mais là, on va plutôt aller chercher sur des pledges un petit peu mécénat, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt en termes de gameplay, de profondeur de jeu, etc. Donc voilà pour Aces of Adventures, qui fait un résultat relativement satisfaisant pour un éditeur de cette taille. 317 contributeurs, il reste 9 jours avant la fin de la campagne, on le mentionnera à nouveau une dernière fois la semaine prochaine avant qu'il ne termine sa campagne. Et ma foi, pour cette semaine, c'est à peu près tout concernant le suivi du menu crowdfunding. Dites-moi les jeux qui vous intéressent, ceux que vous avez backés parmi la liste de ceux qu'on a revus un petit peu aujourd'hui, ceux pour lesquels vous êtes encore en train d'hésiter. Dites-moi aussi si vous avez backé Vindication par pure curiosité.
Et dites-moi pourquoi je scintille depuis tout à l'heure, je ne comprends pas, j'ai l'impression que quand je bouge, voilà, ça scintille, c'est très bizarre. C'est la caméra qui a du mal avec la lumière, visiblement. Bref, au bout d'un moment, il va falloir que je m'achète aussi une caméra. Pour être honnête, il y a encore pas mal de choses que je dois acheter pour compléter pour avoir un vrai studio de youtubeurs qui se respectent. Hein. D'abord, il me faudrait des panneaux insonorisants pour diminuer un petit peu l'effet, un petit peu réverbération, écho que vous entendez. Personne s'en est plaint, je vous remercie, vous êtes vraiment très gentil. Il me faudrait aussi certainement une autre caméra pour en avoir deux ou trois, enfin deux ici, plus celle de Xavier, ce serait idéalement la configuration que je préférerais. Une par-dessus, une sur le côté et une pour zoomer sur des cartes plus petites avec une caméra juste au-dessus, comme le font parfois certains youtubeurs américains. Enfin, il y a encore pas mal de trucs qui nous manquent. On va faire ça petit à petit. Vous l'avez peut-être vu via les pubs. On a déclenché la monétisation la semaine dernière. Bon, je pense qu'on va gagner 7-8 euros par mois. Mais bon, hein, dans 15 ans, on pourra s'acheter un truc. Hein, des M&M's. Voilà, on verra bien. Bon, en tout cas, trêve de bilvesée, parce que j'aime bien les mots anciens et un petit peu anachroniques. Non, pas du tout anachronique, archaïque. Je vois la boîte d'anachronie derrière moi, du coup je dis anachronique, ça n'a aucun rapport. Archaïque. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce nouveau suivi du menu crowdfunding. On se retrouve très prochainement pour le nouveau menu de dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine. Anachronique.